Salut à tous, c'est Ronnie du Tifo, bienvenue sur cette grande première du Bonne Touche. Comment ça va, Dylan? Ça va bien et toi? Ça va super, hein, ça fait vraiment hyper plaisir d'être là. On l'a teasé pendant longtemps et ça y est, on y est. C'est clair, des infos, mercato, des analyses, des petites touches humoristiques quand même, hein, mais pas trop. Je sens que on va bien rigoler dans cette nouvelle aventure. C'est clair, c'est parti, ça commence tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de démarrer cette émission, nous vous proposons de faire un récapitulatif sur ce nouveau format de championnat qui est la Super League, parce qu'effectivement, il y a eu quelques changements. Un tour de play-off, un tour de play-out, 12 équipes. Voilà, je pense que le meilleur moyen de bien comprendre ce nouveau championnat est déjà d'assimiler ces nouvelles informations. Ronnie, je vais te laisser nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau format. Bien sûr, alors tout d'abord, le nouveau format, c'est 12 équipes, hein. Il y a maintenant deux équipes en plus. Et on aura donc les six premières équipes qui vont s'affronter sur une phase de play-off, donc appelle la phase de champion, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les équipes de 7 à 12 qui, elles, vont s'affronter dans une phase de play-out, donc la phase de relégation. Les 33 premiers matchs seront, excuse-moi, seront des matchs normaux avant d'arriver sur ces phases-là. Tout à fait. Donc, 33 premières journées de championnat qui détermineront justement ce classement provisoire. Premier au sixième, les playoffs. Septième au douzième, les play-outs. Sachant que par rapport à l'année passée, ça va ajouter un petit peu de suspense finalement à ce championnat. Les avis étaient assez mitigés hein, à l'annonce de la SFL. Moi, je trouve ça plutôt sympa de se dire que ben voilà, sur les 5 dernières journées de championnat, on va avoir uniquement le top 6 qui va jouer contre pour une éventuelle qualification européenne et à l'inverse les play-out pour déterminer qui sera pensionnaire de la place de barragiste ou de la place de relégué à la fin de saison. C'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Il y aura forcément toujours des gens qui sont réticents. Moi, le premier, au moment de l'annonce, je trouvais ça un petit peu bizarre parce qu'il n'y avait pas vraiment de réelle information. Mais aujourd'hui, après avoir eu toutes ces informations-là et voir comment ça se passe, je pense que la bataille pour et la relégation et pour les phases européennes seront beaucoup plus ouvertes. Comme on a pu voir ces dernières années, c'est souvent, ça joue vraiment à quelques points et sur des derniers matchs. Donc avoir des confrontations directes et des matchs à 6 points chaque week-end, je pense que ça peut être très intéressant. Avant de commencer de vous parler de cette fabuleuse première journée de Super League, on va vous faire un petit point sur le mercato estival suisse. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Dylan? Eh ben, c'est clair que ça a pas mal bougé hein, du côté des clubs suisses cet été. On a le FC Bâle qui a fait un peu les gros titres entre le transfert de Zeki Hamdouni en partance pour Burnley. Zeki Hamdouni qui rapporte du coup plus de 15 millions dans les caisses bâloises. À voir de quelle manière cet argent sera réinvesti, que ce soit au niveau d'un nouveau joueur ou Mhm. alors toujours dans le développement de leur centre de formation qui a toujours été l'un des meilleurs en Helvétie. Euh, FC Bâle qui se défait également d'Andy Diouf en partance pour le RC Lens. Reni, toi qui suis pas mal cette Ligue 1, que penses-tu de ce transfert? Moi, je pense que c'est une très belle arrivée pour Lens et même pour le joueur qui va pouvoir connaître un championnat d'un niveau un peu plus élevé et surtout la Champions League avec Lens qui fait une qualification cette année. Je pense que c'est un point fort et pour Lens et pour le joueur. On lui souhaite en tout cas bonne chance. Le FC Lucerne qui se renforce de 3 joueurs. Teddy Oku, anciennement du SLO, hein, Stade Lozanouchi, qui perd quand même un de ses, ces pièces maîtresses Ouais. finalement de leur montée en Super League cette saison. On verra de quelle manière ils vont réussir à combler ce manque dans l'équipe. Kevin Spadanouda, veuillez m'excuser d'avance pour la prononciation en provenance d'Ajaccio, et Kamal Ademi qui a déjà joué à Bâle et qui va tenter de se relancer du côté lucernois. Pour le FC Servette, Ronny, je suis obligé de te laisser la parole au vu de
ton amour inconditionnel pour le bout du lac, je, Sur le bout je du vais lac de Genève. oh là 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 là. Je sens que tu vas t'attirer les foudres là, mon Ronnie. Allez, C'est de vas-y, bonne guerre, c'est de bonne guerre. je te laisse la parole sur ces propos que Démesuré. je ne jugerai pas. Non, on a bien sûr le retour au milieu de terrain de Gaël Ondoa, hein, lui qui était parti du Servette il y a quelques années. Un retour un peu mitigé pour certains, lui qui voulait tant partir du Servette FC. À voir ce que ça va donner. Là où le Servette avait vraiment besoin de se renforcer, c'est en défense après le retour en prêt d'Embabou en Angleterre et le départ de Gaël Clichy qui n'a pas été re-signé. C'est l'arrivée de Tsunemoto, il y a l'arrivée de Ling également, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Et il y a aussi le retour à la maison de Jérémy Guillemeno qui revient après son passage à Barcelone B et à Saint-Gall. À voir ce que ça va donner également. Je sais pas si c'est le meilleur choix offensif à faire, surtout quand il y a des joueurs comme Nsamé qui fait des appels, qui font des appels du pied depuis quelques mois pour revenir. À voir sur le long terme et surtout à voir ce que ça peut donner en Champions League. Le mercato n'étant pas terminé, hein, Bien donc sûr, oui, bien sûr. la porte est toujours ouverte, monsieur Nsamé, on t'attend. Jean-Pierre. Du côté du FC Sion, on a plusieurs départs dus à leur relégation en Challenge League, hein. Luka Zoufi et Moussa Arras qui sont partis à Winterthur. Le retour de Luka Zoufi dans son club d'enfance, finalement, où on lui donne tout de suite le brassard de capitaine, en espérant que ça va relancer aussi un peu sa carrière. J'ai pas envie de parler comme ça parce qu'il a déjà eu une très belle carrière en Suisse avec le FC Bâle. Maintenant, à voir ce que ça va donner du côté de Winterthur, qui, tu en parleras tout à l'heure, a obtenu un résultat plutôt positif ce week-end face au FC Lucerne. Mhm. Toujours du côté du FC Sion, donc le départ de Gergic qui est parti Lugano. Ça, je le comprends un poil moins les Luganais d'avoir été chercher un profil comme Gergic, qui n'a pas forcément fait une excellente saison l'année dernière. Maintenant, tant mieux pour lui. Je pense qu'il arrive dans un top club, si on peut l'appeler ça comme ça, de Super League, qui a fait un très bon deuxième tour. Et j'espère pour lui que ça lui permettra du coup de se relancer. Du côté, si on reste un peu dans l'arc lémanique avec, avec nos clubs romans, FC Lausanne qui enregistre une superbe entrée, hein, Noé Dussène en provenance de son Standard Liège, une manière excellente de se renforcer, et Yverdon Sport avec Cespedes en provenance du FC Servette. Oui, Yverdon qui a dû attendre, dû à ce moment un petit peu spécial du rachat presque complet du club par cet investisseur américain qui ont comptabilisé, pardon, ni plus ni moins que 7 recrues lors de la dernière semaine. C'est jamais évident de créer un groupe aussi facilement et tu nous en parleras tout à l'heure d'ailleurs lors de leur premier match. Cette petite parenthèse concernant le mercato estival fermée, on va pouvoir s'intéresser au cœur du sujet maintenant. Donc, nous avons suivi avec Ronnie avec attention cette première journée de championnat. Ronnie s'étant occupé des matchs du samedi, peux-tu nous en dire un peu plus et nous donner ton analyse, Ronnie? On va commencer avec le match de Getse face à Servette. Grasshopper qui recevait au Letzigrund l'équipe du Servette FC, la nouvelle ère du Servette FC après Alain Gaguerre et le premier match de Berner également sous les couleurs du Grasshopper. La saison passée, Grasshopper s'était incliné 4 fois face au Servette FC. C'est un peu la bête noire des Sauterelles. À voir si cette saison ça s'est mieux passé. Eh bien, ça sera pas vraiment le cas. Une première mi-temps qui était un petit peu moyenne, mitigée, mais on a quand même vu 2 buts. L'ouverture du score de Chris Bedia à la 16e minute et l'égalisation de Ndengue à la 23e minute d'un but magnifique. Les deux équipes se sont plus regardées vraiment que jouer au foot en première mi-temps. Mais du coup, on a quand même eu le droit à du beau spectacle. Mais ça reste encore un petit peu moyen. On voit que c'est le début du championnat.
Oui, alors effectivement, Servette qui se relance dans ce championnat, première journée, sachant que voilà, on a un match de Champions League face à Genk, hein, mardi, match très important, donc c'était important pour eux aussi de voir un peu où se situait leur niveau, et je pense que à l'image de la deuxième mi-temps que tu vas nous raconter et nous citer, on va voir que l'équipe est plus ou moins bien en place et les attentes sont là. Et exactement, les attentes sont là car le Servette FC commence très bien cette deuxième mi-temps, va mettre son jeu en place, comme on l'a vu la saison passée, va largement dominer Getse, va même mettre un deuxième but, un doublé de Chris Bedia un petit peu près après l'heure de jeu. Et le nouvel entrant, Guillemeno, qui rentre à la 70e minute, va provoquer un penalty. Et Crivelli qui va marquer le troisième but pour Servette. Servette n'a pas vraiment eu besoin de pousser dans cette deuxième mi-temps. Va gagner, ça rassure avant un match de Champions League. Maintenant, la marche est beaucoup plus haute face à Genk. À voir si cette équipe qui semble soudée et semble avoir un groupe uni, à voir si cette équipe pourra créer l'exploit incroyable de passer face à Genk, même si ça risque d'être extrêmement compliqué pour eux. Oui, en tout cas, offensivement, ils nous ont rassurés, hein, entre Chris Bedia qui met ce doublé assez impressionnant, je dois dire, dans la façon d'aller récupérer ses ballons offensifs à la tête. On voit sur le premier goal, voilà, il va récupérer ce ballon, c'est pas trop de la tête, de l'épaule, mais on voit qu'il se bat face à la défense adverse, que ce soit sur le premier ou même le Mhm. deuxième goal dans ce contrôle orienté avec une magnifique une frappe, un tir qui est extrêmement bien placé et qui offre le 2-1. Après, la suite, voilà, Guimeno qui le remplace, qui fait le travail, comme tu l'as mentionné, qui va chercher ce penalty transformé par Crivelli. Peut-être le seul hic, la défense, un peu le milieu défensif, encore à consolider, mais je pense que on a vu une bonne équipe de Servette ce week-end. C'est les mêmes problèmes que la saison passée, trop d'erreurs défensives qui permettent à l'adversaire d'avoir trop de place, on laisse trop l'adversaire faire son jeu et du coup on prend des buts assez bêtes. Ce but, certes inarrêtable pour Frick, aurait pu être évité s'il y avait moins d'erreurs défensives. À voir justement face à une équipe comme Genk qui eux ne laisseront aucune chance au Servette FC. On sort de la praille, on prend le train, on part au Kiboun. C'est parti pour un petit Saint-Gall-Bâle. C'est Grosse clair. affiche aussi, Une hein, grosse de Super affiche. League. On fait comme les militaires le dimanche soir, on met son petit uniforme direction Saint-Gall. Et du coup, c'était au Kiboun Park, et un match attendu entre deux grosses équipes de ténors du championnat suisse ces dernières années. Le FC Bâle qui devait se rattraper d'une saison un petit peu manquée la saison passée en Super League, même s'il y a eu cette demi-finale de conférence qui rattrape un petit peu. Et Saint-Gall qui lui devait continuer sur sa lancée. Eh bien, ça n'aura pas trop manqué, hein. En première mi-temps, on a quand même vu un Sagal qui était beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus solide, même si le match était assez serré, hein. C'est comme si moi je mettais un t-shirt en L alors que je fais du double XL. Mais du coup, Belle référence. c'était quand même assez serré. Il y a eu l'ouverture du score à la 38e minute par Goebbels et du coup un but un petit peu chanceux aussi. Malheureusement pour lui, petite erreur du gardien balois Hitz, mais du coup il y a quand même eu une égalisation à la 45e minute. Lui aussi un but un petit peu chanceux de Fabien Frey. Alors oui, Marvin Hitz qui relâche ce ballon, hein, sur cette action, mais je pense qu'on peut pas le blâmer au vu du match qu'il a fait. Honnêtement, je pense qu'il sauve au minimum 3 ou 4 buts supplémentaires du côté saint-gallois. Un super match de Marvin Hitz qui rentre bien dans son championnat, mais qui malheureusement n'a pas été suivi par ses coéquipiers sur ce match-là en tout cas. Euh, FC Saint-Gall a vraiment été au-dessus, conquérant dans le match avec une bonne mentalité et la preuve se fera en deuxième mi-temps. On a vu un FC Saint-Gall qui avait envie d'aller chercher justement de gagner et de prendre ses premiers 3 points, surtout face à un club comme le FC Bâle. En deuxième mi-temps, ils n'y arriveront vraiment pas du tout, hein. Il y a eu même à la 69e minute un deuxième carton jaune pour l'attaquant Barry qui va prendre le carton rouge. Le FC Bâle va devoir finir à 10. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Marvin Hitz qui va faire un match étincelant, le FC Bâle va avoir aussi un petit peu de chance. C'est aussi à ça qu'on connaît dans le foot. Un poteau, une latte.
mais ils vont malheureusement craquer à la 86e minute sur ce but de Gertler, largement mérité pour Saint-Gall, qui enflamme complètement le stade à la fin du match. Et oui, 86e minute, Lucas Gertler, un tir en dehors des 16 mètres, fabuleux, qui délivre enfin ses supporters saint-gallois. Honnêtement, je pense que la tension était vraiment au maximum, mais en fin de compte, on a une victoire méritée et 3 points dans la poche de Peter Zeidler. Le FC Bâle repart bredouille et devra moins broder dans la surface pour pouvoir se hausser dans le classement. Et oui, je fais un petit jeu de mots. Il voulait apprendre à broder au brodeur, comme on dit, mais malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Troisième match du coup Oui, ouais, exactement. Ouais. de ce samedi. Alors un match peut-être un poil moins intéressant au niveau du spectacle. C'est ça, ouais. On fait un peu moins de, on fait un peu moins de trajet. On se dirige aux alentours de Winterthur. Match nul, et je parle pas forcément que du résultat, hein. C'est vrai que c'est un truc assez important si on doit retenir sur le match, surtout cette première mi-temps, c'est que c'est un match parfait à afficher dans les écoles enfantines pour l'heure de la sieste pour pouvoir les endormir un petit peu plus facilement. Je Oui, un sais. 0-0, c'est c'est- clair que euh, c'est- on s'attend jamais à avoir énormément de spectacles lors d'un résumé d'un match qui s'est terminé sur un score de 0-0. En tout cas, en Super League, on ne parle pas des autres championnats. Euh, Explique-nous un peu cet après-midi du côté de Winterthur. Eh ben, j'avais l'impression un petit peu de regarder un GP de Formule 1, vous savez, où forcément on sait vraiment ce qui va se passer. Il n'y a vraiment pas grosse surprise. Winterthur, Lucerne, Lucerne qui part favori sur le papier. On attendait un Lucerne un peu plus conquérant, eux qui ont fait une très belle saison l'année passée avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, des bons transferts, mais malheureusement ça n'aura pas été du tout le cas. Énormément et de déchets d'un côté comme de l'autre, mais encore plus du côté de Lucerne. C'est quand même 11 frappes. Il y a une seule de ces 11 frappes qui a été cradée sur le match. Du côté de Winterthur, c'est 21 frappes. Seulement 9 ont été cadrées. Ça a tellement vendangé que même les bouteilles vides du carnet de sèche se sont remplies, quoi. Et on tient à préciser quand même que Winterthur n'est pas forcément une ville très réputée pour le vin. Mais bon, Non, Du coup, score final 0-0, Winterthur empoche un point, qui a quand même l'odeur d'un 3 points hein, face à un FC Lucerne qu'on pensait franchement bien plus présent dans cette rencontre. Winterthur qui commence à domicile, voilà, un match nul, un point. Je pense que on peut clairement pas dire que c'est un mauvais résultat pour eux. On leur souhaite de toute façon tout de bon pour la suite de ce championnat. Prochain match face à Bâle au Parc Saint-Jacques, ce sera certainement une autre paire de manches à voir comment les deux équipes vont se calculer. surtout un match plus compliqué pour eux, une équipe qui aura à cœur de vouloir prendre justement les 3 points après ce match manqué face à Saint-Gall. Winterthur en tout cas aurait sans doute signé pour un match nul avant la partie, mais en physionomie, en vue du match, ils auraient même pu et auraient même dû arracher les 3 points face à un Lucerne trop timide, mais malheureusement trop d'erreurs, trop de déchets, trop de mauvaises passes, surtout dans les 20-30 derniers mètres où c'était vraiment un peu catastrophique. Winterthur est content de son point, mais est sans doute un petit peu déçu parce qu'ils auraient pu aller chercher, ils auraient même dû aller chercher plus que le point du match nul. À améliorer, c'est clair que c'est difficile de porter un jugement aujourd'hui, ce n'était que la première journée de championnat. En tout cas, Ronnie, je te remercie pour cette analyse sur les matchs du samedi. Place au match du dimanche maintenant. Dylan, tu as eu en plus la chance d'assister à un des deux matchs. Tu étais présent au Vandorf pour assister au match entre Young Boys et le Lausanne Sport, mais on va tout d'abord commencer par Zurich et Yverdon. Zurich Yverdon Sport, une belle affiche finalement au Letzigrund, donc le Yverdon Sport néo-promu qui arrive dans cette compétition de Super League. Comme tu le mentionnais tout à l'heure lors de notre petite parenthèse mercato, le Yverdon Sport qui a été peu actif en début de mercato, mais qui enregistre pas moins de 7 recrues ces 10 derniers jours, avec tous ces changements au niveau de la direction également. Il fallait s'attendre à pas mal d'instabilité. On se réjouissait de voir comment Yverdon Sport allait
rentrer sur le terrain, sachant qu'au niveau de la composition, Yverdon Sport a affiché 4 nouveaux joueurs alignés, dont Boris Cespedes en provenance du Servette, donc ancien Servettien qui comptabilisait quand même 155 apparitions sous le maillot Grenat en Super League. Pour qui son contrat malheureusement ne s'était pas vu prolongé, hein, un peu dans la volée de Valls, Clichy et pour citer uniquement ces gros titres, on va dire. Mais il y avait encore d'autres joueurs dans la volée. Yverdon s'est fait presser, surtout en début de match. C'est clair que ça a été vraiment compliqué pour eux, mais néanmoins, Zurich n'a pas réussi à se créer de grosses occasions. Il aura fallu attendre, pardon, la 27e minute sur un marquage complètement catastrophique du défenseur d'Yverdon qui offre le 1-0 pour ce FC de Zurich. Des erreurs qui se payent cash, hein, en Super League. C'est vrai que c'est ce genre d'erreur qui en Challenge League peut parfois passer, mais en Super League, il y a pas place à ce genre d'erreur. Du coup, le 1-0 marqué par Monsieur Renner du FC Zurich. Yverdon, du coup, ils ont un peu de peine, mais ils arriveront quand même à se mettre en évidence en fin de première période avec un tir de Kevin Carlos arrivé tout droit de la deuxième division espagnole. Brecher, malheureusement pour l'attaquant d'Yverdon, stoppera à nouveau cette frappe et c'est l'heure du thé. On rentre au vestiaire. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, voilà, le Yverdon Sport se dit, ok, je pense qu'on a clairement quelque chose à jouer. On sait la pression qu'on a subie, mais par contre Zurich ne s'est pas montré si dangereux que ça. Donc on va tenter de rentrer sur ce terrain en deuxième mi-temps de manière plus plus conquérante, pardon, Bien sûr, ouais. mais c'était sans compter sur la blessure de Tidjani qui cédera sa place à Del Fabro à la 53e minute. Et malheureusement, c'est ce même joueur qui, suite à un marquage à nouveau catastrophique sur un corner du FC de Zurich, se verra encaisser le 2-0 pour le FC de Zurich sur un goal de la tête de Katic. Rentrer dans un corner défensif, c'est jamais évident. C'est vrai que c'est des choses on fait rarement dans le foot, mais encore plus là, le joueur rentre sur blessure, il a sans doute pas vraiment eu le temps de s'échauffer correctement. Plus dans l'émotion, il arrive et c'est une erreur directe. Ça se paye encore une fois cash pour Yverdon. C'est dommage parce que il montrait quand même un visage pas si mal que ça sur ce match. Résumé du match, du coup, on en est là, hein. Deux mauvais marquages, deux goals. FC Zurich opportuniste un peu lors de cette rencontre. L'important finalement, c'est les 3 points à Rony. L'important, c'est les 3 points et c'est surtout une belle victoire pour Zurich qui se lance bien dans ce championnat. Yverdon va devoir réagir la semaine prochaine, mais ça va être face à pas n'importe qui car ils affrontent Young Boys à la maison ou presque, on va dire. Donc c'est vrai que ça va être un match encore plus compliqué pour eux avec une équipe en pleine construction à voir ce que ça va donner. Et on suivra ça de près, direction le Vangdorf, où j'ai eu la chance d'être en immersion, épisode à venir dimanche sur la chaîne YouTube. Je me réjouis de vous publier, de vous commenter tout ça. Young Boys de Berne, champion en titre, contre le Lausanne Sport, néo-promu. On se dit, avant la rencontre, voilà, on sait d'où va provenir la nette domination. Et non, pas forcément. Retour de Lausanne dans l'élite du football suisse. À noter que c'est la quatrième fois en 12 ans hein, qu'il monte en Super League. Ça prouve un peu l'irrégularité au niveau du club. On espère que cette fois-ci, les Romans vont se permettre de se maintenir et trouver une constance dans leurs résultats. Les 5 premières minutes m'ont extrêmement étonné car Lausanne, en tant qu'outsider logique, au vu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, n'a absolument pas subi de pression et s'est montrée entreprenante offensivement, à l'image de la 17e minute. Tête sur corner d'Uzic et Ratchopi qui est obligé de sortir l'arrêt du match pour aller détourner cette balle qui partait dans le petit filet gauche. Un réflexe incroyable hein, du gardien des Bernois c'est vrai qu'il fait un arrêt tout simplement magnifique. Tout le monde la voyait à l'intérieur, même les supporters bernois. Je pense qu'à ce moment-là, le stade a dû serrer les fesses tellement fort qu'ils ont marqué les sièges. C'est sûr. 2 minutes plus tard, Raoul Giger, latéral de cette équipe de Lausanne,
qui s'empare du ballon, excusez-moi, au milieu de terrain, qui dribble la moitié de celui-ci pour arriver face au goal, mais sa frappe n'est malheureusement pas assez puissante pour tromper le portier bernois. Dommage. Après, voilà, latéral gauche, je pense que c'est pas forcément le profil type pour aller mettre des lucarnes à la Alexander Arnold. Le jeu se neutralise et il faudra attendre la 30e minute pour apercevoir la première occasion des champions suisses en titre. Assez rare ça d'ailleurs, surtout face à une équipe du Lausanne Sport qui vraiment ont été conquérantes et impressionnantes. Je pense que c'est pour moi l'équipe du week-end, malgré le score final que je vais vous citer ensuite. Insertion dans les 16 mètres, passe en retrait précise pour le natif bernois de 21 ans, Fabian Rieder, qui a remis une frappe enroulée mais malheureusement pour lui, Castella est sur sa route et arrive à intercepter ce ballon. On rentre à la mi-temps, les Bernois n'ont vraiment pas impressionné, sachant que Lausanne a encore tiré une fois au goal 5 minutes avant la mi-temps, récupération d'un ballon dangereuse pour s'offrir une nouvelle contre-attaque dans ce match, frappe appuyée mais hors du cadre. On rentre à la mi-temps, on est Raphaël Vicky. Qu'est-ce qu'on se dit, Ronnie, à ce moment-là? Je crois qu'il y a des gourdes hein, qui vont passer pas très loin de certaines têtes. Moi, en tout cas, je pense que je leur dirais de respecter un petit peu plus l'adversaire. Je pense que les Young Bucks sont arrivés un petit peu trop en confiance. Comme tu l'as dit au début, on joue le néo promu, on est champion en titre. La saison passée, ils ont survolé cette Super League. On doit se dire, oh, c'est bon, le match est pour nous. Et du coup, ils se font piger par une équipe de Lausanne qui joue son football et qui le joue très bien. Et du coup, je pense que je remets un petit peu l'église au milieu du village et je leur dis qu'il faut jouer au foot avant pour gagner. Théorie ou non, en tout cas, retour des vestiaires et contre toute attente, contre le cours du jeu surtout. Les Young Boys marquent le 1-0 à la 51e minute par le numéro 77, Joël Montero. Le stade en folie, une ambiance vraiment dingue, mais la climatisation, des fois, elle peut faire très mal, hein, parce que Lausanne est conscient de sa capacité. À ce moment-là, on encaisse, on se dit, ok, bon, on comprend le cours du jeu, on est conscient de notre capacité, on reste concentré, et l'égalisation qui arrive même pas 2 minutes plus tard par le numéro 11, Baldé, qui reçoit le ballon d'une passe en profondeur très précise, un crochet sur la gauche, une frappe enroulée, ça trompe Ratiopi et c'est 1-1. Encore une fois, hein, les Young Boys qui ont sans doute eu un surplus de confiance, qui ont dû se dire voilà, on a marqué ce but, le reste va suivre, il n'y a plus aucun problème, on se laisse aller en défense et ça se paye cash. S'en suivra un jeu fermé, un mélange de frustration, de fautes, les entrées d'Iten et de Lewis Bloom à la 67e minute qui ne changeront rien. On devra attendre la 95e minute. Deux mains et une légère faute dans la surface suffiront à Monsieur Piccolo de siffler un penalty. Penalty qui sera transformé à la 97e minute par Cédric Iten qui avait été transparent jusque-là. On reste vraiment ouais, une fin amère finalement. Moi personnellement, je suis supporter lausannois à ce moment-là. Euh, Ça me reste en travers. Oui, c'est sévère hein, pour Lausanne qui méritait au moins le point du match nul, si ce n'est voire plus. C'est sévère, mais en même temps, ça fait plaisir de voir un club roman aussi performer face à Young Boys. À voir s'ils vont réussir à réagir la semaine prochaine face à Getse, un club qui est plus à la hauteur aussi du classement final sans doute pour le Lausanne Sport. Et c'est ce qu'a dit Ludovic Magnin au micro à l'interview après ce match, hein. On retient des choses vraiment positives de cette rencontre avec voilà, des phases offensives qui sont excellentes, un milieu de terrain quand même solide en termes défensifs et de récupération. Maintenant, c'est clair que dans le football, c'est ça. On perd le match, on ramène 0 point, on n'évolue pas dans le classement. Mais voilà, il faut se rappeler qu'on jouait les champions suisses en titre. À voir, comme tu le dis, contre Getse, sachant qu'il y a deux matchs à domicile qui arrivent, contre Getse et contre Yverdon dans le derby la semaine suivante. On se réjouit vraiment de voir ce que Lausanne va apporter à ce championnat suisse. Ils ont été loin d'être ridicules et ils peuvent être fiers de leurs prestations face à Young Boys. Il faudra, comme tu l'as dit, maintenant confirmer face aux autres adversaires. Avant de faire un point sur le classement de cette Super League, on va quand même faire un petit tour en Challenge League. On va parler des clubs romans.
Oui, alors les clubs romans qui ont plus ou moins bien performé, hein, à l'image de Neuchâtel Xamax qui termine sur une saison catastrophique et qui se sauve finalement en Challenge League saison dernière, commencent leur opération par une victoire 3-0 à la Maladière face au FC Schaffhouse, le FC Sion qui se dirigeait en terre liechtensteinoise et qui va également rapporter 3 points, 2 buts à 0. Didier Tolo, qui est arrivé cet été et qui a clairement pour mission de remonter le club favori dans cette Challenge League en Super League. C'est vrai que le FC Sion favori a réussi à rentrer complètement dans cette Challenge League. Il va falloir confirmer face aux autres clubs. Si je dis pas de bêtises, c'est face au FC Haro la semaine prochaine, c'est ça? Tout à fait, face au FC Haro. Vendredi soir, nous avions également le Stade Nyonnais qui se déplaçait à la Stockhorn Arena de Thun. C'est clair que là, sous le papier, c'était clairement pas un déplacement qui était évident, mais néanmoins, malgré le fait qu'ils aient joué à 10 contre 11 les dernières minutes, ont réussi à rapporter un point à Nyon face à un FC Thun qui a performé de manière positive l'année passée en Challenge League. Bon résultat pour Nyon. Très bon résultat pour Nyon, un match un petit peu frustrant aussi parce que c'est vrai que juste avant de prendre ce carton rouge, ils gagnaient, ils pouvaient aller décrocher les 3 points même à Thun. Ce sera un but en toute fin de match, mais ça reste quand même sur le papier un énorme point pris pour Nyon. Ouais. Un point sur le classement provisoire, Reni, provisoire dû au fait que Lugano et le Stade Lozanouchi n'aient pas encore joué leur match qui se déroulera mercredi soir à la Pontaise, un stade incroyable à l'image de Camp Nou ou d'un Bernabeu, non? Stade mythique, il y en a qui rêvent d'aller à Old Trafford, il y en a d'autres qui vont à la Ponte et le week-end, c'est presque pareil. Hein. Et c'est compréhensible, et c'est Ouais. compréhensible. Euh, Du coup, petit point sur ce classement à la première place. Je vais te laisser le citer, Ronnie, parce que je sais que ça te fait beaucoup trop plaisir. Oui, pour une fois que je peux le dire, Servette en tête de Super League avec 3 points, ça fait plaisir même si ce n'est que provisoire et la première journée, à égalité de points et de buts avec Zurich en deuxième position. En troisième position, Saint-Gall et Young Boys se partagent avec le même nombre de points et de buts également. En cinquième et sixième position, on retrouve Lucerne et Winterthur avec un point après leur match nul. Lugano et Stade Lozanouchi, logiquement septième position, dû au fait qu'ils n'ont pas encore joué. On retrouve le FC Bâle, neuvième à égalité de points avec le FC Lausanne. Grâce au père, onzième. Et la Lanterne Rouge provisoire Yverdon Sport, qui on l'espère arrivera à lancer sa saison rapidement. Ça risque d'être compliqué la semaine prochaine face aux Young Boys, mais pourquoi pas espérer récupérer un point après avoir vu le match qu'ils ont fait face au Lausanne Sport, ça peut être faisable. Il est difficile de toute façon de porter un jugement sur une première journée de championnat. Je pense qu'il faudra attendre 5 ou 6 journées avant de poser un bilan provisoire. On va sortir des frontières suisses, on va passer les Alpes et on va parler un petit peu plus du mercato estival sur les championnats européens qui eux n'ont toujours pas commencé, donc on fera un petit point sur ça. Tout à fait, Reni. Allons du côté de la Ligue 1 en France, championnat que tu couvriras du coup à partir du mois d'août cette année. Volontiers, si tu peux nous apporter plus de précision, qu'est-ce qui s'est passé cet été du côté de la Ligue 1? Alors difficile de parler de la Ligue 1 sans parler du PSG. Et comme chaque été au PSG, c'est Dallas, c'est soit Neymar, soit Mbappé. Il y a toujours des nouveaux rebondissements. Cette année, c'est Kylian Mbappé, le jeune de Bondy qui lui veut rester et honorer son contrat par amour du PSG ou par amour des 91 millions qu'il doit toucher en prime de fidélité cette année. Dommage pour un joueur qui se dit parisien et amoureux du club, qui passe plus de temps à lui cracher dessus qu'à vraiment aimer le club. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un point assez sensible, hein, et c'est ce qui tourne le plus sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous ouvrez Twitter, vous voyez parler de Mbappé absolument chaque 3 heures. Real Madrid, une proposition à Al Nassr, on le voit même envoyer à Chelsea. Enfin, on le voit se faire envoyer de tous les côtés du C'est globe ça. pour des sommes qui sont totalement astronomiques. Voilà, après, amour du club ou non, je ne sais pas, à voir sa future décision.
les dernières rumeurs de transfert de Kylian Mbappé. Les plus folles sont du côté de Tottenham, Arsenal, Manchester United, le Real de Madrid bien sûr, en Arabie Saoudite comme tu l'as dit. Il y a même une dernière offre qui est sortie sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps du FC Barcelone en échange de 4 joueurs et l'arrivée de Kylian Mbappé. Ça me semble un petit peu impossible, surtout sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est si facile de créer une rumeur. À voir vraiment ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que Kylian Mbappé veut rester au PSG et ça va être compliqué pour eux de le vendre. Et est-ce qu'il va passer une saison sur le banc ou non? L'avenir nous le dira. Pour... Selon Liechtenstein France, sur Twitter, j'ai quand même vu une éventuelle proposition d'offre pour un contrat au FC Vaduz. Mais enfin bon, Ah, l'espoir fait vivre, hein, et fait courir, je pense aussi. ça pourrait être une énorme recrue pour la Challenge League suisse. L'arrivée de Kylian Mbappé libre en 2024. Je sais, Allez, je pense que c'est plus probable de le voir à Vaduz qu'en Arabie Saoudite. Sinon, les recrutements du PSG, les vrais recrues qui sont arrivés, elles, c'est Kangin Lee, Ugret, Skriniar et également Asensio. Si c'est tous, à part Skriniar, où je pense qu'il a une chance de finir titulaire, des joueurs de rotation qui peuvent faire du bien au PSG, qui en avait tant besoin lors de ces dernières années. En continuant sur les rumeurs de transfert, il y a également, on parle beaucoup d'Harry Kane. On va en revenir peut-être rapidement maintenant. Harry Kane qui, lui, se voit signer soit au Bayern, soit à Tottenham, pardon, oui, ou rester à Tottenham ou au PSG. L'avantage peut-être par rapport au président Tottenham qu'il a dit il y a quelque temps qu'il en avait marre justement des présidents comme les présidents du Bayern de Munich qui arrivaient en terrain conquis en disant j'ai de l'argent et je veux ce joueur. Je pense qu'Harry Kane restera à Tottenham ou ira au Bayern. On en reparlera un tout petit peu plus tout à l'heure dans ta chronique. Les autres grands transferts, c'est le FC Prison qui perd un de leurs défenseurs titulaires, Mendy qui signe au FC Lorient. On ne parlera pas de ses affaires, on est là pour parler du foot et rien que le foot. Et je pense que c'est bon présage pour le FC Lorient et j'espère qu'il aura sa forme et son retour de forme très rapidement. oui, recrue assez intéressante, hein, pour le FC Lorient. Mendy qui clairement a été écarté des terrains quelque temps, mais qui a une expérience de jeu qui est absolument phénoménale, hein. Quand on joue à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, je pense que de l'expérience on en a, que ce soit voilà, sur le terrain en Champions League, Première Ligue anglaise, on connaît le niveau de jeu en Angleterre. Je trouve que c'est une excellente recrue pour Lorient et une bonne manière de se relancer pour Benjamin Mendy. Un autre défenseur qui n'a peut-être plus le niveau, c'est si je te dis je te casse les démarches comme Eh ben, c'est Samuel Umtiti. exactement Samuel Umtiti qui signe au LOSC, un bon coup pour les Lillois. À voir maintenant si physiquement il va tenir le coup après cette Coupe du Monde. On sait qu'il a eu des énormes pépins physiques, on ne lui souhaite pas. Du côté de Marseille, un autre joueur d'expérience qui signe également à l'Olympique de Marseille, c'est l'attaquant Aubameyang qui fait son retour sur les terrains de Ligue 1. Ça peut que faire du bien au club phocéen qui cherchait aussi cet attaquant après le départ d'Alexis Sanchez. C'est un joueur qui connaît le haut niveau et qui est parfaitement pour la Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses, Dylan? Ouais, pour moi, c'est clairement le transfert de l'été en Ligue 1. Aubameyang qui arrive de Chelsea à Marseille. Je pense que pour Marseille, c'est vraiment le profil type dont ils avaient besoin. C'est clair que Aubameyang, au niveau de l'expérience de jeu à Chelsea, c'est pas forcément ça. À Barcelone, ça n'a pas joué énormément, mais tout de même, ça a marqué, je crois que sur 24 matchs, c'est une quinzaine ou un point de moins de goals. Donc, je veux dire, un profil qui est intéressant avec une expérience à Arsenal. Je veux dire, on connaît la carrière qu'il a eue, hein. Avant ça, à Dortmund également. Honnêtement, pour moi, c'est une très bonne recrue et je suis vraiment content pour le club qui est Marseille. Oui, ça va leur faire du bien offensivement et c'est un joueur qui a clairement le niveau de la Ligue 1. Juste avant de finir sur la Ligue 1, le dernier transfert, c'est Soko Fofana qui lui a décidé de partir en Arabie Saoudite. Un transfert un petit peu étrange. On pensait qu'il allait rester à Lens, son club de cœur, en plus qualifié en Champions League. On notera juste qu'avant de partir, il devient également actionnaire du club pour montrer qu'il a toujours un amour pour ce club, même si ça reste un transfert qui est jugé par les supporters du RC Lens comme étrange.
Le chèque devait être chargé, Ronnie. On prend le train, on passe la Manche et on se dirige du côté de l'Angleterre, où on retrouve un mercato également intéressant, hein. Si on prend le gros transfert pour nous est en Suisse, c'est l'arrivée de Zeki Amdouni de Burnley en partance du FC Bâle, donc également un transfert à hauteur de 15 millions. Je pense que mieux pour lui, on ne pouvait pas rêver. Il arrive dans un club qui est dirigé par Vincent Kompany, qui a survolé la Ligue 2, donc la Championship anglaise l'année dernière. Ils arrivent en Première Ligue. Leur but est clairement le maintien cette saison. En termes d'expérience pour ce jeune de 22 ans, je pense que c'est absolument fantastique. C'est vrai que c'est un très bon choix pour lui. Il y a beaucoup de joueurs en Suisse qui parfois partent dans des clubs qui sont avec un niveau trop élevé et où ils n'auront pas assez de temps de jeu. Là, je pense qu'il aura le temps de jeu nécessaire dans un club qui justement est en train de grandir, un très bon entraîneur dans un des meilleurs, enfin c'est pas un des meilleurs, c'est sans doute le meilleur championnat du monde. Donc que lui c'était de plus qu'une bonne saison en espérant que la saison sera mieux que sa présentation sur Twitter. Ah oui, c'est clair que la présentation de Burnley à l'image des Teletubbies, c'était effectivement un gag. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller sur notre Twitter, on l'a retweeté. C'est assez comique. Mason Mount à Manchester United, transfert aussi dont personnellement étant un fan de Manchester United, je m'y attendais pas vraiment. On en avait entendu parler dû à la relation entre Mount et Erik Ten Hag, mais c'est vrai que je suis assez sceptique concernant ce transfert. On lui lègue en plus le numéro 7, hein, le mythique numéro 7 porté par Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, même fils de paille. Ouais, non, en fait, lui, je Angel crois Di que, Maria. je, je crois que c'était pas nécessaire de les citer. Mason Mount qui se retrouve un peu en concurrence, ben voilà, avec des profils comme Bruno Fernandes, comme Casemiro, Fred, qui pour beaucoup estime qu'il n'a plus sa place dans l'effectif mancunien. Moi, je trouve que ça reste quand même un sacré mercenaire. Et on verra bien, selon voilà, les matchs de pré-saison, qu'est-ce qui va en découler, sachant que à l'heure où je vous parle, Manchester a joué ses 2 premiers matchs de pré-saison, les a gagnés et doivent encore jouer aujourd'hui. Alan, Tu vas t'arrêter un petit peu beaucoup de supporters en disant que Fred mérite sa place de titulaire à Manchester United, ah hein. oui, ça reste un avis personnel et il ne me concerne uniquement, mais volontiers, si vous voulez en débattre dans l'espace commentaire, je les lirai tous et y répondrai avec attention. Le transfert un peu, on va dire, qui concerne l'Arabie Saoudite en Angleterre, Alan Saint-Maximin, hein, qui part de Newcastle. Alors ça c'est vraiment aussi un transfert qu'on a du mal à comprendre d'un point de vue sportif, d'un point de vue financier, c'est différent, mais voilà, Alan Saint-Maximin qui porte son équipe l'année passée vers l'Europe finalement, Newcastle qui fait une super saison, et Saint-Maximin qui a 26 ans alors qu'il venait de se faire sélectionner à nouveau en équipe de France, décide de signer un contrat en Arabie Saoudite où on le sait, il y a de l'argent, mais le niveau est clairement moins élevé. C'est un peu inattendu, surtout pour un joueur, comme tu l'as dit, qui a été resélectionné en équipe de France à 1 an de l'Euro, qui peut sans doute se faire un trait sur l'équipe de France. Moi, je trouve que quand on est un joueur de foot, on a toujours envie de représenter son pays. C'est sans doute pour des choix personnels, comme tu l'as dit. Le chèque devait suivre comme pour beaucoup d'autres. Malheureusement, ça peut aussi être compréhensible, mais pour nous, fans de foot, c'est vrai que c'est toujours dommage. Voilà. C'est finalement, on ne juge pas hein, sa décision, mais on donne simplement notre avis. Autre fait, Danjuma qui est de nouveau prêté à Everton, qui était prêté l'année passée à Everton, donc en provenance de Villarreal, qui est son propriétaire. On a un peu l'impression que c'est le bouche-trou de service, hein, sans lui manquer de respect. C'est vraiment dommage pour lui parce que j'ai l'impression que dû à ses différents prêts, il a du mal à développer son talent. J'espère pour lui auprès d'Everton que cette fois-ci ça va bien se passer et qu'il va permettre de se démarquer au sein de cet effectif. Le transfert de l'été en
première ligue, c'est Declan Rice en provenance de West Ham United qui part à Arsenal pour un montant absolument incroyable de 122 millions. Alors, beaucoup de gens sont un peu sceptiques par rapport à ce montant. Moi, je me dis que finalement, c'est la première ligue, hein, avec les médias, les sponsors. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ronnie. Ah, comme a dit un certain Kiki de Bondy, le foot il a changé, hein. Donc c'est vrai que qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Si on repense à l'époque de Zidane, de Ronaldo, les transferts étaient aussi énormes pour l'époque. Le football apporte beaucoup plus d'argent, encore plus en Angleterre au niveau sponsor et niveau diffusion télé. Donc c'est pas un montant qui me choque, c'est des montants qui semblent malheureusement un peu normaux ces jours-ci. Maintenant, à voir si justement il va confirmer à Arsenal et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite et son but, c'est clairement de renforcer l'effectif des Gunners qui ont pour but de remporter enfin à nouveau cette première ligue. Ils étaient vraiment sur un bon départ la saison dernière, hein. On s'en souvient, ils se sont fait devancer par Manchester City à la toute fin. City qui méritait néanmoins, hein, au vu Mhm. de sa saison, le titre. On lui souhaite tout de bon à Arsenal. Et pour clôturer ce chapitre mercato, on revient un peu sur Harry Kane. Alors je ne vais pas aller en long et en large parce que pour moi, il restera à Tottenham comme chaque saison. À savoir que Tottenham, actuellement, s'ils perdent un numéro 9 comme Harry Kane, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué, hein. Il leur sauve beaucoup, beaucoup de points, malgré le fait il y a d'autres joueurs dans l'effectif qui sont bourrés de talent comme le Coréen Heung-min Son. Mais je pense qu'Harry Kane, que ce soit 100, 120, 140 millions, il n'a pas de prix actuellement pour Tottenham. C'est un joueur qui est beaucoup trop important pour l'effectif, qui aime le club également, amoureux du club, et c'est vrai qu'on a rarement envie de laisser partir un joueur comme ça. On lui souhaite, c'est un joueur qui mérite, hein, quand même de gagner des titres. On sait que malheureusement à Tottenham c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est un club qui mériterait de partir en Allemagne, qui irait parfaitement avec le Bayern de Munich dans son état d'esprit, qui pourrait remplacer Lewandowski parfaitement. Ce serait un bon point pour lui ou un bon point pour le PSG plus que pour lui s'il part à Paris, parce que c'est bien d'avoir un joueur qui justement n'est pas sur les réseaux sociaux ou n'est pas au McDonald's tous les week-ends, ça pourrait faire du bien. Je vois à peu près de qui tu veux parler, Reni. On, on va fermer cette parenthèse sur le mercato estival en dehors de nos frontières. Ce premier épisode touche à sa fin en espérant qu'il vous ait plu. On se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. En tout cas, on suivra attentivement ce championnat suisse, la suite de ce championnat suisse. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortiront, sachant que la prochaine vidéo sera là en immersion dès dimanche prochain. Merci à tous et allez le faute. Allez le faute.